Mais moi, la vidéo, j'ai vu un peu des extraits. Il y a des trucs qui m'ont énervé. Non, je crois pas qu'elle ait de positionnement directement à Bolo. Tu penses? Je me rappelle pas. Non, mais c'est une question. Tu vas le rechercher? C'est de ma gueule. Excusez-moi, mais vous vous foutez de ma gueule. Je refais l'intro. Donc, en gros, c'est une vidéo d'une journaliste, Charlotte Vautier, ancienne journaliste brute ou je sais pas quoi, là. Je sais pas pourquoi je donne autant d'infos. Maintenant, journaliste indépendante qui fait ses petites enquêtes un peu sympas. Genre, j'en ai vu quelques-unes, j'ai grave kiffé. Et là, du coup, elle fait une petite enquête, en gros, genre au quotidien. Elle va passer du temps avec Calamite pour voir le fonctionnement de son entreprise du cul et voir comment ça se passe. Petite interview entre-temps, voilà. Petite visite des locaux, je crois, à peu près. Et donc, du coup, on va voir cette petite vidéo qui dure 40 minutes quand même. Donc, on va essayer de rester carré. Mais moi, la vidéo, j'ai vu un peu des extraits. Il y a des trucs qui m'ont énervé. Mais c'est pas grave. Mais voilà. Et sur Calamite, donc, qui est quand même là l'actrice porno la plus connue limite de France, genre elle fait des stats de ouf. Et donc du coup, ouais, elle est hyper connue. Elle a une chaîne, un truc TikTok, Instagram, bref, genre elle est connue au-delà. Elle est même influenceur de Lyon, genre. Donc en fait c'est un peu une personnalité publique au-delà juste d'être actrice porno, et du coup elle prend des positions un peu féministes de base. Et vu que le porno a été banni, enfin que du coup il y a le contrôle d'âge et qu'avant il avait été censuré notamment Pornhub, et que maintenant il y a le contrôle des âges, et que du coup ça casse les couilles à tout le monde parce que quand à minuit t'es obligé de mettre ta tête d'allumer la lumière pour faire vérifier ton âge. Ça m'est arrivé récemment, après j'ai vu que je pouvais juste créer un compte et je me suis dit beaucoup plus facile quand même. Insupportable, mais vraiment insupportable ce truc, wesh. Bref. Mais d'ailleurs, j'ai fait un entretien avec une chercheuse danoise qui fait une enquête sur les conséquences justement de la limite d'âge. Mais je sais, prends un VPN, je sais, mais trop de. Mais ça, en fait, ma co est pas assez bonne. Du coup, ça nique la co en fait. Enfin, moi, mes vidéos, elles chargent plus quoi. C'est chiant. Mais je sais, les VPN existent, mais j'aime pas Opera, là. J'avais pas envie de me mettre un VPN sur mon portable. Du coup, je me suis dit, je vais tester Opera. Opera, c'est chiant, bref. Bah non, ça change rien. Mais si ça change, arrêtez, vous foutez pas de ma gueule. Quand dans ma campagne, je mets un VPN, je peux te dire que ça charge pas ma série, hein. Vous avez pas la fibre. Non. Bref, du coup, je m'en fous, j'ai créé des comptes maintenant. J'ai mon historique. C'est catastrophique. Bah, faut pas être campagnard aussi, quelle idée. Oui, bah, excuse-nous, hein. Excuse-nous, Macron avait promis la fibre pour tous. Tu te rappelles que tu devais faire une intro? Voilà. Allez, bref. intenable. Bon, on va commencer le. On va commencer. Mais elle est, par contre, Charlotte Vautier, je la trouve très belle. Ah oui? Vraiment, j'aime beaucoup ses cheveux roux, là, comme ça. Dans le vent, tout ça, j'aime bien l'intro. Allez, Je vais passer 3 jours avec l'une des plus grosses créatrices de contenu OnlyFans en France. Tu vas voir à quel point c'est pas du tout bizarre, pas sacré, on n'en fait pas un truc en fait. Mais tu verras ça ce soir en plus. Kala m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. God damn. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes qui concurrence les plus grosses productions françaises. Ouais, Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. L'industrie du X a totalement muté ces dernières années. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs... Bah, en même temps, si Netflix avait pas une programmation aussi nulle avec des... Non, mais désolé. Les films Mais de pour moi, le Netflix, problème c'est n'est toujours pas les mêmes merdes. OnlyFans, hein. Le problème, c'est Netflix avec leur télé-réalité de merde, là. Non, ça va, moi je trouve. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Love is Blind, on n'y touchera pas. Voilà. Séduction sous tension, on n'y touchera pas. Mais il y a d'autres trucs là, ou alors tout leur drama coréen, wesh. En fait, ils visent que une catégorie de jeunes filles entre 10 et 45 ans, de jeunes filles. Waouh, ton jeune fille, il est Qui énorme. regardent que des dramas coréens, putain. J'en peux plus en fait, genre... Non, c'est nul Netflix, vraiment les films sont nuls, on les a tous vus 45 fois. Non, Oui, c'est oui. voilà, donc non. paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Lui il vient d'arriver, donc il a reçu le message de bienvenue. La majorité c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. La Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du site, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. À tout moment. Ouais, bon bah là, point. Hein. Enfin, il y a un super article que j'ai lu de Cybèle L'Espérance, si vous voulez, qui est une TDS militante.
Elle a fait de l'accompagnement sexuel pour des personnes handicapées notamment. Enfin, hyper basé, allez l'écouter, trop stylé. Elle a fait un article il y a pas longtemps justement sur qui parlait du contexte français avec le fait qu'on accentue la répression sur le travail du sexe à travers toutes les dernières offensives sur la pornographie, le rapport du Sénat aussi sur la pornographie qui dit que les actrices sont des poupées en plastique et que si qui font des propositions du style si des travailleurs du sexe font la promotion, enfin non, pas travailleurs du sexe, si il y a une promotion du travail du sexe qui est fait, il faut le punir. Du coup, ça fait que ça nuit à l'exposition du travail du sexe sur les plateformes, pas juste ça nuit à leur travail, quoi. Le compte Twitter Nordic Model Reveal, c'est intéressant aussi pour tout ça. Ah, j'ai pas suivi, moi je connais pas. C'est un qui répertorie tout. Tu m'as envoyé. Si. Tu te rappelles du nom de l'article? Ouais, au pire, mais allez dans le Discord, je le mettrai dans le Discord, comme ça ce sera plus simple avec tous les autres trucs. Mais bref, du coup, elle parle du contexte actuel et tout, qui est assez intéressant. Et du coup, elle parle de la Belgique, du coup, qui a ouvert des droits aux travailleuses du sexe. Et avec, du coup, il leur donne un statut un peu spécial, je crois. Et à l'inverse, du coup, t'as tous les pays de la mort, genre la France, le modèle nordique, là, comme ils appellent ça, la Suède, le Danemark, qui a décidé de niquer les TDS en réprimant les clients. Mais si tu pénalises les clients, ça fait que ça porte préjudice qu'aux travailleuses du sexe les plus précaires, parce que celles qui travaillent en appartement et tout, c'est moins visible, en fait. Donc, du coup, c'est moins répressible. Comme ça. Réprimé. À l'inverse, voilà, c'est moins réprimé, on va dire ça. Pourquoi il y a une vachette sur le stream? Mais c'est parce que c'est vachette. N'oublie pas ta phrase. Et du coup, voilà, et c'est horrible. Si vous voulez, il y a un documentaire de Ovidie qu'elle avait fait il y a longtemps. Ovidie, c'est une militante féministe qui a été actrice porno un temps, mais maintenant qui est plus du tout dans ce délire-là, qui a repris des études de philosophie. Je me perds, mais en gros, elle a fait un super documentaire à l'époque sur le système suédois avec des travailleuses du sexe, notamment des prostituées, dont on retirait la garde à leurs enfants parce qu'ils étaient TDS. Donc vraiment ce système suédois de merde qui se targue de protéger les femmes et de punir les clients, mais en fait qui fait que punir les travailleuses du sexe. C'est une catastrophe, voilà. C'est trop marrant le mythe du soi-disant progressisme parfait de la Suède quand tu fais ça. Mais bien sûr, mais sur plein de choses, mais même Bégodeau qui parlait de leur système scolaire, en fait, qui est ultra compétitif avec ce truc un peu de... On intègre soi-même le fait de s'autocontraindre, tu vois, comme un truc un peu foucaldien, quoi. Genre, au lieu d'avoir une pression scolaire, genre, qui vient de l'institution, c'est les enfants eux-mêmes qui se mettent, la pression à eux-mêmes et qui en demandent toujours plus à leurs profs et tout. T'es là en mode, mais what the fuck, quoi. Monsieur, vous pouvez refaire le cours? Est-ce que vous pouvez faire 1 heure en plus? Et en fait, finalement, tu deviens regretter si tu veux pas une institution scolaire qui viole bien les gosses. Comme ça, on est sûr qu'ils seront contre l'école. Comme à Bétaram. Exactement. Généralisons Bétaram. En tout cas, voilà. Et donc, le seul point assez réel, c'est la protection sociale, elle est quali. Eh tant mieux. Tant mieux. Mais c'est moche en plus. Voilà, ça c'est un autre sujet. Allez, let's go. Un mois, on doit se connecter sur avec France Connect, quoi. En vrai, c'est pas une blague, hein, ça va être réel. Ils vont le faire avec la sécu. Quand je vais devoir... T'imagines? Est-ce que tu penses qu'Ambroise Croizat avait pensé à ça? Tu vois? C'est le communisme déjà là. C'est déjà la communisme. Tout Français pourra se branler grâce à la carte vitale. Je suis sûre que franchement, il y a plein de communistes qui seraient bien heureux que grâce à la sécu, on puisse empêcher les enfants de regarder du porno. Hein. Ces communistes de merde là, des fois là, bref. Mais derrière cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Oui, c'est difficile pour tout le monde parce que de toute façon, il y a une telle répression du travail du sexe. Une telle putophobie. Mais bien sûr que de toute façon, c'est compliqué de base. Déjà que ça aurait été compliqué juste de travailler dans la France de Macron, l'ubérisation, la néolibéralisation du monde du travail, c'est déjà très dur pour les travailleurs. Un travail qui est pas de reconnaissance sociale, pas considéré comme travail déjà de base souvent, et niveau symbolique qui est en bas de l'échelle. Oui, tu vois. Plus tu peux pas ouvrir un compte bancaire, sinon on te le ferme, dès qu'on te découvre que t'es une travailleuse du sexe, etc. Tu peux pas vraiment t'autogérer, mais même si il y a des exemples comme Calamite qui a fait sa propre entreprise, mais il y en a plein, c'est ce qu'on dit avec OnlyFans aussi, c'est que maintenant il y a de plus en plus le business des agents OnlyFans, des managers OnlyFans là, qui se prennent une commission sur ta gueule pour faire on sait pas trop quoi, qui ressemble Proxénète 2.0 quoi. Ouais,
voilà, entre gros guillemets. De toute façon, entre manager et proxénète, des fois, t'as des. Mais oui, mais c'est des nuances, quoi. Mais oui, et puis c'est l'État le principal proxénète, quoi. Genre même. Bah, oui. Et au-delà de l'État, même les associations abolitionnistes qui vivent sur les travailleuses du sexe avec des objectifs très très mal remplis. Désolé, moi j'appelle ça du proxénétisme. Hein, si on veut parler dans leur langage de merde. Bah non, c'est littéralement ça souvent. Bah ouais. Ces 3 jours, mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère ses relations virtuelles avec des hommes, et à la fin, j'ai même assisté à un tournage. Mais j'étais surtout loin de m'imaginer que j'allais rencontrer des personnes avec des parcours et des motivations aussi différentes. Ouais, c'était quoi ton job avant de commencer ça ? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. T'en penses quoi de ta carrière ? Mais d'ailleurs, je vais vous conseiller, parce que je pense que ça va être le fil rouge du truc, mais un super article de Elisabeth Bernstein, qui a fait beaucoup de travail sur le travail du sexe, qui est une féministe marxiste bien basée, et qui a fait un article justement sur comment est-ce qu'il y a de plus en plus, avec l'économie d'Internet, l'explosion d'Internet, comment il y a une partie des classes moyennes, et notamment des femmes de classe moyenne, qui deviennent travailleuses du sexe, même si, on peut questionner le fait qu'en fait, avant, il y avait des femmes de classe moyenne qui faisaient du travail du sexe, déjà, et même à travers toute une bonne partie de l'histoire, quand même. Voilà, mais en tout cas, très bon article, et je pense que ça va pas de mal nous aider pour analyser ça, donc let's go. Ah ouais, parce que 1 minute 30 de vidéo. Hein. Voilà. Mais on va essayer d'être concis et efficace. Non, maintenant, oui. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de panique morale dans mon livre. Les femmes respectables s'y mettent, c'est un scandale. Alors, on voulait développer ça après. Ouais, on voulait développer Cassandre, ça après. Mastermind qui nous spoil, quoi. Il m'énerve. C'est insupportable. Je vais le ban. Ouais, viens, ban, ça dégage. Mais oui, mais c'est hyper ambigu. En plus, oui, c'est la panique morale sur le travail du sexe vient du fait que... non, vas-y, on continue. Vas-y. Ta gueule. Donc toi, t'as commencé comment ? Moi, j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques. Ça fait un point commun. Non, elle a bossé à l'accueil d'une banque à un moment. Moi, j'ai fait job d'étudiant là en mode banque parce que ma mère travaillait dans la banque. Du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, ça, c'est le plaisir. Enfin voilà, mais c'est pas le plaisir du tout. C'est horrible la banque. Et c'est vrai que, par contre, j'ai dit ça. Je suis trop goofy. Attends. Donc, je me concentre. Et en gros, c'est vrai que par contre, je pense que je vois comment ça lui est venu. Parce que moi, je sais qu'il y a 10 000 vieux là qui arrivent pour se faire un virement à l'international à leur fille, je sais pas quoi, là, en études à l'étranger, qui viennent te dire « Ah, dis donc !» Il parle à ton collègue masculin, bien sûr, en mode « Ah oui, dis donc, elle est jolie, votre collègue, hein. » Tu sais, t'as l'impression que t'es une statue posée, enfin une statue, un vieux vase posé sur le comptoir, genre en mode excusez-moi, je suis là, en fait, j'existe. Trop gênant, genre vraiment, même des mecs qui m'ont mis leur numéro de téléphone dans leur petit papier en rendez-vous, tu vois, enfin en rendez-vous, parce que je faisais pas des rendez-vous, mais genre vraiment, et je retrouve le bout de papier avec le numéro, je me dis, c'est quoi ce délire? Mais en fait, vraiment, vu que t'es à l'accueil, vraiment, tu fais ce travail aussi d'apparence physique qui est hyper important, tu vois, genre faut que tu sois belle, bien présentable, tout ça, machin. Puis le travail émotionnel de je ne sers à rien, je n'ai pas de compétences. Donc je suis là purement pour accueillir, donc j'ai tout un tas d'autres compétences que j'actionne, comme je vous comprends, ça va être terrible d'être interdit bancaire. Parce que vraiment, je me sentais trop... Putain, le micro. Non, le micro, il est bon. Bref, horrible, quoi. Et en fait, c'est vrai que je comprends pourquoi ça peut devenir ce petit business plan de vente à culotte, quoi. Donc, let's go. J'ai essayé de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Kala a 27 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits comme... Et après le bac, t'avais fait quoi ? J'ai fait une école de maquillage, mais j'étais trop nulle. Tu vois, les meufs qui n'ont pas de goût, moi, aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche par curiosité ? J'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Tu vois, genre... Tu vois, mais oui, voilà, les questions. Mais après, c'est... Non, moi, on m'a dit, tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit que si t'es TDS, c'est que si t'as été traumatisé 100 fois, que t'as vécu 1000 viols, que t'as été abandonné par ton père, tu as figure paternelle qui est cassée, qui a eu la guerre, Afghanistan-Irak, sinon tu peux pas être TDS parce que c'est tellement un choix contre la dignité humaine. Ouais, il faut avoir une PTSD. Moi, on me l'a dit, hein. Non, c'est Muriel Salmona qui me l'a dit. Ah, c'est Muriel Salmona qui me l'a dit. On me l'a dit. Non, mais par ailleurs, je comprends ces questions parce qu'elle pose des questions. Ou sinon, t'es sous emprise. Parce que là, je vais la défendre parce qu'il faut défendre Charlotte Vautier.
Mais du coup, elle pose les questions que n'importe qui poserait pour son public, son grand public. N'empêche que moi, je m'attendais un peu à un peu mieux, genre un peu moins des questions en mode comme ça, quoi. Genre, t'avais vraiment besoin d'argent, t'as vraiment fait ça parce que t'as été prêt à vendre ta dignité parce que t'avais vraiment besoin d'argent, ou c'était juste par pure curiosité de Tana? Je sais pas, je pose la question en fait. Mais non, en vrai, je la comprends. Cette question est importante. Tu te dis, bah en fait, je veux pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocat. J'ai envie de gagner un peu plus. Mais désolé, mais tellement plus basé. Tous les jours, je choisis d'être une porn star que d'être agent d'accueil de la banque. Laisse tomber, quoi. Plus, quoi. Parce qu'en plus, tu te fais draguer gratuitement. Genre, autant je te fais payer, pas je veux plus qu'un SMIC. Wow. J'ai toujours vécu dans un milieu très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. Jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis. J'avais des amis. Parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie. C'est tellement cette meuf, bah, comme on dit, mais comme Elisabeth Bernstein est dit sur toutes ces meufs de classe moyenne qui ont des compétences numériques, parce que elle, ça avait l'air d'être une meuf un peu geek, un peu machin, qui du coup, ben, sont un peu dans une classe moyenne. L'école, ça a pas trop marché pour elle, c'est exactement ce qu'elle décrit. Et du coup, tout un tas de meufs qui mettent en avant leurs compétences numériques qu'elles ont, du coup, et qui savent de toute façon qu'elles pourront pas avoir des topé en termes de métier, genre elles n'auront pas les postes les plus rémunérés, et qui du coup bah choisissent ça parce que elles ont une éthique aussi sexuelle un peu plus libérale, un peu de la curiosité, etc. Et un truc classique de meuf de classe moyenne, un peu féministe, enfin voilà quoi, tu vois. Et donc ouais, non, c'est hyper intéressant là-dessus, quoi. La vie était bien, hein. J'étais une enfant très heureuse. Oh, les mineurs et les réseaux, c'est parti. Panique morale number 1. Tu te réveilles à quelle heure? Là, 7h30, mais normalement, 8h, c'est bien. 8h30, c'est bien. 7h, c'est tôt. Mais elle fait que bosser, hein. Je voyais des trucs où elle parlait, mais elle fait que ça de ta fait. J'aurais fait des journées, mais... Bah, ça m'étonne pas, elle a pas dit qu'elle voulait être la Squeezie. Du cul, ouais. Du porno, ouais. Bah, bon courage, hein. Bon courage à toi, ma belle. Ah, c'est bon. Si j'ai choisi de plus travailler dans un bureau, c'est pas pour mon réveil. Muriel Salmona a parlé de corrélation avec les violences dans l'enfance. Oui, mais elle a pas dit des trucs à bolo, il me semble. Non, je crois pas qu'elle ait de positionnement directement à bolo. Tu penses? Je me rappelle pas. Non, mais c'est une question. Tu vas le rechercher? C'est de ma gueule. Excusez-moi, mais vous vous foutez de ma gueule. Non, mais genre, elle me rappelle pas. Moi. Enfin, pour moi, elle a des trucs, tu vois, allez. Bah, vu ce qu'elle dit sur le travail du sexe, ça donne vachement envie de le légaliser, non, ça c'est sûr. Hein. Elle le dit pas explicitement. Non, parce que bien sûr que. Tu sais, elle a son truc de psycho. Elle est au-dessus de ça. Mais non, c'est une grosse abolo, les gars. C'est bon. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que. Regardez, qu'on fasse la. C'est le discours scientifique qui va accompagner les politiques à bolo. Mais en soi, elle se positionne pas directement dans le discours. Pour mieux penser la prostitution, quelques outils et quelques chiffres qui peuvent être utiles. Déjà, la grosse blague. Souvent, j'ai l'impression que les titres sont souvent très trompeurs. Là, en l'occurrence, c'est trompeur. Voilà. Et du coup, c'est vraiment. Mémoire traumatique, c'est une association qu'elle a fondée. Moi, je déteste pas tout d'elle, hein, mais globalement, je commence à tout détester d'elle. Rappelons tout d'abord ce qu'est l'abolition. Donc, en gros, elle se prononce pour la liberté dont se réclament les prostitutions. Enfin, vous avez capté quoi, c'est une abolo. Et après, j'aurais dit la prostitution est traumatisante pour les personnes en situation prostitutionnelle. Elle est à l'origine d'importants troubles psychotraumatiques, nanani, nanana, avec tout son truc des traumas parce que c'est son dada. La violence de la situation prostitutionnelle, machin. Enfin, elle décrit à quel point toutes les violences, machin, avec tout un tas de chiffres aléatoires. Coucou, je vous ai beaucoup regardé sur YouTube, du coup, voilà sur Twitch. Oh, trop mignon, merci, t'es trop chou. J'ai le même, son compte Twitter, c'est de la folie. Mais j'ai jamais vu son compte Twitter, elle, mais je la suis pas, franchement, quelle horreur. Non, vraiment, elle est insupportable, vraiment, le côté de les gens qui font de la prostitution, ils ont vécu des violences dans l'enfance, alors forcément, il faut le condamner. Ça, en fait, en gros, genre, moi, c'est vraiment cette manière que je déteste, et là, je vais vraiment délivrer du discours, on va dire, mais juste cette manière de dire que les personnes traumatisées qui ont eu des traumas soi-disant seraient aliénées par leurs propres traumas, qui font que toutes les décisions qu'elles font sont guidées par leurs traumas. C'est des espèces de réponses traumatiques en boucle. Mais
T'es là en mode, mais pour moi, au contraire, justement, genre, les personnes qui ont vécu des traumas dont tout le monde toutes les meufs font partie en vérité, genre, tu t'es bien fait violer ou agresser une fois dans ta vie, moi, en l'occurrence, ça a commencé très tôt, mais j'ai tendance à me dire que les choix que j'ai fait à l'époque, j'essaye de les comprendre en termes d'agentivité et de me dire, si j'ai fait ce choix-là, j'essaye de voir en quoi ça a potentiellement été, en tout cas, un bon choix. Pas totalement, mais en partie. Et tu peux pas juste avoir cette idée que... La nuit, elle est pas noire. Merci, Franck Rennes, que les décisions que tu prends, c'est une réponse traumatique et du coup, on doit faire, en gros, les personnes non traumatisées doivent faire les choix pour toi, quoi. Ça, c'est vraiment cette manière infantilisante, genre de voir les femmes, vraiment, j'ai l'impression que c'est mon daron qui me parle, quoi. Je déteste ça, vraiment, il n'y a rien que je déteste plus. T'as les femmes non traumatisées ou qui ont eu un traumatisme et qui arrivent à le dépasser, qui vont aller aider les femmes traumatisées qui n'arrivent pas à le dépasser. Mais moi, à ce c'est ça qu'il y a un aspect maternaliste. Bien sûr. Quoi. Mais moi qui te dis que tout ce que t'as écrit, toute ton association de merde, elle dépend pas de tous tes traumas. Pourquoi je devrais t'écouter ? Je comprends pas en fait. C'est genre, dans ces cas-là, si moi on doit pas m'écouter pour les choix que j'ai faits, je vois pas pourquoi toi on devrait t'écouter en fait. Genre, c'est cette manière de sous-entendre que de toute façon, elle est mieux que toi, d'accord ? Donc en fait, tout ce qu'elle dit, c'est mieux que toi. Je déteste ça. Il y a rien que je déteste plus. Ça remet une frontière de respectabilité. Je suis la bonne femme respectable qui te traite comme ta daronne et qui va te dire ce qui est bon pour toi. Parce que moi, à l'époque, j'ai fait les mêmes erreurs que toi et j'aurais aimé avoir une grande sœur qui me guide par la main. Non, ça s'appelle la domination adulte. Toi, t'as tes réponses de vieilles qui ont peur de tout, qui veulent nous imposer des choses. C'est tout. Tout le monde a vécu des traumas et ces traumas vont aussi jouer dans ton agentivité, ton rapport au normal. Mais bien sûr, mais pour autant, je déteste leur position sous-jacente qui est de te dire t'es aliéné. Je déteste ça. Rien que je déteste plus. Voilà. Let's go, on reprend. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients potentiels. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs et des acteurs professionnels qui pouvaient plus tourner avec des productions. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits et 4,1 millions de créateurs. Je peux lancer ça ou pas ? Ah, ça, si tu veux, toi, tu l'as déclenché. Et toi, Reda, tu fais quoi toi en attendant ? Oui, du coup, à dire que la plupart des gens sur OnlyFans se font pas beaucoup d'argent, quoi. Oui, ça rappelait que, classique, comme toutes les plateformes, il y a totalement. le top, même sur Twitch, il y a le top qui prend des bien thunes, sûr. et la plupart des gens qui tournent à moins de 10 viewers. C'est pour ça que toujours de dire en mode, de faire un espèce de Mais c'est le capitalisme même. Mais en fait, oui, c'est le sens. Mais bien sûr, c'est le but de l'ubérisation, c'est le but de toutes ces plateformes de merde que de nous mettre en concurrence. Et en gros, on prend des clopinettes, quoi. C'est tout. Faisons la révolution. Genre, n'accablons pas encore plus les TDS. Moi, c'est juste ça mon argument, quoi. C'est tout. Mais voilà. Ça fait combien de mètres carrés ici ? 170. 170 ? Oui. Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott. Fan de Kaamelott. C'est vraiment ce chou-fin rebeu, quoi. C'est... Et de temps en temps, il participe. Néo-choufin. Avec un néo-choufin. Il est cool, il a l'air super mignon. Enfin, il est mignon. On n'est pas autorisé à louer des Airbnb pour des tournages. Donc... Je l'aime un peu moins, du coup. Tu vois, ici, on n'est pas... oui, c'est un couple de geeks, globalement. On n'est pas autorisé à louer des Airbnb pour les tournages. Et ça, pourquoi ? Ça, tu sais pourquoi ? Non, vas-y, dis. Parce qu'il me semble que ça, non, mais si, ça je tombe sais dans pourquoi, la loi mais... pour proxénétisme. Oui. En mode argent. Oui, non, mais oui, totalement. Mais en fait, c'est qu'ils font pas la différence entre pornographie et prostitution, parce que c'est quand même pas la même logique. Voilà, moi on a trois pièces utilisables. À la maison. Bonjour. Coucou. Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouilland, mais acheter des abonnés, c'est pas très cher. Et elle, c'est Juliette, la manageuse. Avant, elle travaillait dans le marketing et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI dans l'entreprise de Kala. Reda, tu peux me faire un tour pendant que les filles étaient ? C'est notre salle, avec un maxi canapé, dans lequel on peut faire tourner plusieurs personnes. Par contre, j'aurais le seum que mon vrai canapé soit un canapé de tournage. Oh, ils mettent des trucs. Ils mettent des protections, tu penses ? Bien sûr. Ouais. Le canapé, il sent pas un peu le... Oh, l'autre. Il sent pas un peu... Et alors ? Toi, tu veux faire ta sieste sur le canapé, tu sens le fion de l'autre. Mais n'importe quoi.
Ça sent son fion fermenté. Moi, je sais pas. En fait, ils sont hyper propres. Ils prennent 40 000 douches, ils se maquillent tout le corps. Il y en a. Ouais, non, je sais pas. Est-ce que poser la question est un crime? Ça donne du caractère. C'est comme un fromage. Est-ce que tu veux que le fromage il soit affiné ou Bref, moi j'aurais pris un canapé spécial moi pour ça. Mais non, mais ça se trouve. Mais oh là là, il abuse. Ou vous tournez ou vous tournez pas. Si, ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou toi. Oh chacha. Tu donnes des cours de guitare toi? De musique, oui. Je suis chiante si je te demande de me jouer un petit truc ou pas? Allez, je commence. Elle veut son date privé quoi. Pourquoi t'étais où avant? J'étais au Maroc. Ok. Et je voulais absolument une guitare électrique et mes parents m'ont dit passe ton break d'abord. Et j'en ai eu une et après j'ai fait plus que ça du reste de ma vie. Toi, Kala, elle a trop kiffé que tu fasses. Non, il est trop chou. En vrai, leur couple hétéro-fusionnel là, je trouve mignon. C'est de la guitare. Toi, quand elle t'a parlé de son taf, t'as réagi comment au départ? Je savais ce que c'était parce que c'était Qui ne sait pas en 2025 je suis actrice porno. Ah ouais, ça consiste en quoi, Non, mais je pense qu'ils savaient déjà qui elle était en plus. Mais non, je crois pas. Bah, on va voir. j'étais déjà client, enfin je veux dire, il y avait déjà d'autres créatrices que je suivais. Non, il est mignon quand même avec ses petites têtes de hamster. Ça s'appelle Chasse de Dragon. C'est comme ça que tu l'as dragué? Oui. On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire, il y a 3 ans, devant le bar où je fêtais mon anniversaire. J'étais en train de jouer à Motus. C'est vrai que ça se voit qu'il est timide hein, quand même. Genre, dans un bar, on fêtait mon anniversaire. Téléphone. Et à un moment, je lui propose de jouer avec moi. Oui, le gars ressemble de fois à Rebeu d'Ether. C'est vrai. Il est pas dégueu en plus à la guitare. Bah, je sais, moi, j'ai pas d'oreille à la guitare. Le choufa originel, un peu. Je ne connais pas. Un peu. T'as vu? Oui. Rebeu d'Ether, mais version bouclée, quoi. Oui. Quand on a commencé à parler. Et la semaine d'après, on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Ouais, oui. Oh, il est tellement gêné, Bibou, il est trop chou. Ah oui, d'accord. Et donc toi, maintenant, tu participes aux vidéos? Oui, quand il y a besoin. Parce que là, Oh, il est trop goofy. Ah oui, quand il y a besoin. Tu dis que toi, t'es pas forcément un grand bavard et tout. Du coup, il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour mais toi, ça me fait rien du tout. Oui, curieusement, quand il faut tourner, je suis pas du tout timide. Okay. Mais quand c'est tout le reste, je suis. Non mais c'est chou parce que ça me rappelle un de mes entretiens. Il se révèle devant la caméra. Avec une de mes inquiétées où elle disait mais moi je suis je déteste les interactions sociales, genre quand je suis en couple, j'ai pas envie de parler avec la personne, j'ai juste envie de ken. Tu vois genre et son langage favori oui. En couple et le sexe. Et ça je trouvais que en vrai c'est triste que on soit dans une société où le cul c'est tellement enfin tu vois genre quand même con, alors que tu vois lui peut-être qu'il préférerait interagir avec les gens en les kennant, tu vois. Et c'est au calme. Et c'est Michel Bozon qui parle de ça dans un article sur les gens des milieux artistiques pour qui la sexualité, ça a une importance, une importance dans leur manière de relationner. En fait, leur manière de relationner, ça a beaucoup à voir avec leur corps, avec leur sexualité. Et c'est un rapport à la sexualité qui est assez différent, en tout cas la manière dont ils le vivent en tant que personne. Et peut-être que lui, c'est son cas finalement. Oui, et c'est là qu'ils ils ont bien matché, tu vois. Je pense que c'est un lien avec le fait que, vu que tu es dans des métiers de représentation du corps, et que forcément, tu as très conscience de ton corps, tu as un rapport de corps qui est hyper développé. Et on peut faire des liens avec le sport aussi à ce niveau-là. Oui, c'est très très vrai ce que tu dis. Ils voient ils ont une prolongation de ce corps qui n'est pas seulement outil, mais oui. qui est aussi, comme tu dis, pour communiquer des émotions, c'est vrai, hein, pour se connecter vraiment. Tu disais même qu'ils faisaient réseau comme ça. Oui, vois, même dans les milieux du théâtre et tout, ils font réseau comme ça. Oh, j'ai couché avec lui. C'est un peu comme ça que tu passes un step de confiance avec la personne pour après lancer des projets, etc. Que c'est ce truc-là. Et donc, il y a des gens. Mais sans faire de la oui, totalement, mais sans faire de la sexualité non plus. Non, mais bref. Mais ça me fait penser au film tu sais qu'on avait vu là sur le monde du théâtre. Je sais pas si vous l'avez vu. Un film de Bruni Tedeschi là. Voilà, les amandiers. Et en fait, ils baissent tous ensemble dans le truc de théâtre. C'est sur une école de théâtre un peu sélective et tout. Et genre, c'est plein de jeunes qu'on suit. Une grande école à Paris. Et franchement, le film est très bien. Il est vraiment très bien. Parce qu'elle aime trop parler des féminités bourgeoises. Et c'est super bien fait. Et il était sur Arte d'ailleurs. On voit que la sexualité est centrale dedans. De ouf. Et il y a un moment, sauf qu'il y a l'épidémie de sida. Et là, du coup,
ça met un peu un frein à tout ça, quoi. Ils sont là en mode putain, si ça se trouve, j'ai le sida. Mais si, c'est le sida. Et oui, il y a oui. Mais il y en a un qui a le quand tu sida. dis épidémie de sida, ça donne l'impression que c'est dans les années 80. Alors que non, c'est une personne qui attrape le sida dans les années 2000. Mais c'est pas dans les années 80. Bah non, pas du tout. C'est des jeunes putain, des je années pensais, 2000. moi. Non. Je pensais justement, comme il y a le sida qui est Non, c'est juste une personne qui a le sida dans le groupe. D'accord, ok. Donc il y a une personne qui a le sida dans le groupe. Et du coup, genre, il y a la meuf qui a couché avec lui qui est dépitée en mode, elle arrive dans les toilettes et elle dit à son autre pote, mais c'est horrible et tout, j'ai le sida parce que j'ai couché avec lui. Et l'autre, elle dit, mais attends, moi j'ai couché avec elle qui a couché avec lui, donc ça se trouve j'ai le sida. Et son autre pote à côté a dit, mais attends, moi aussi j'ai couché avec elle qui a couché avec lui, qui a couché avec lui, qui a couché avec elle, donc ça se trouve j'ai le sida. Et là du coup c'est vraiment le moment, à la fois c'est un peu drôle parce que tu te dis c'est horrible dans un certain sens, mais c'est vraiment les gros kenners du théâtre, quoi. Et bref, et du coup et à la fois c'est super triste parce que tu te dis et ça me rappelle le réseautage qui se termine vite, quoi, tu vois. Ça me rappelle un certain débat sur la drague. Est-ce qu'on peut interdire la drague? Oui, ça marchera chez les cocos austères qui ne kennent pas et qui se coupent le zizi pour la révolution. Super, ça marchera pour eux. Hello, quoi. Mais c'est-à-dire que tu laisseras de côté certaines communautés gays, certaines communautés LGBT, certaines communautés pro-sexe, certaines communautés BDSM, certaines communautés de théâtre, bien sûr. Les de bourgeois, les petits bourgeois intellectuels. Tu laisseras de côté en leur disant, bon, vos manières de relationner, on s'en bat les couilles, ça ne nous intéresse pas, allez vous faire voir. Allez vous faire voir, vous n'êtes pas des vrais. Après eux, s'ils ne pas, c'est pas. Et même, tu leur mettras un soupçon de trahison directement. Bien parce sûr. que comme vous faites, le jour de la Révolution, en fait, vous serez en train de ken dans votre lit, quoi. Alors qu'il faudra monter la barricade. Alors qu'on peut monter la barricade en kennant, finalement. Oui, quel débat de merde, je l'avais oublié. Ah, vraiment. Wow. Voilà. Oui. Je me suis blessée encore. Qu'est-ce que t'as fait encore avec le truc? Oui. Ok. Pour retrouver une solution. Je me la suis rentrée. Pour de vrai là. Ouais, vraiment. Bien profond. Tu peux juste me nettoyer, me mettre un pansement. Non, mais vraiment. Moi, je les soupçonne de mettre en scène leur couple pour qu'il ait l'air encore plus mignon qu'il n'est. Parce que vraiment, genre, désolé, mais moi, je vais faire la cuisine et tout. Je me casse les couilles pendant 2 heures à faire la cuisine. Je me coupe. Si, c'est vrai, tu viens des fois. Mais je me coupe rarement, en vrai, faut dire. Mais elle a voulu me tirer dessus, elle a pas réussi. Non, j'avoue, tu viens, voilà, c'est bon. Mais pas pour une écharde, désolé. Non, pas pour une écharde. En fait, je suis pas Cédric Doumbé. Pardon. Qui dépasse. T'as vu, dangereux mon métier un peu. J'imagine que c'est pas le plus dangereux. Non, tiens. Ouais, Non, là, j'avoue, là, merci, je suis convaincu. Merci, je suis convaincu, là, ils ont fait semblant pour les caméras, sûr, on est d'accord. C'est sûr. En plus, le gros plan de l'autre sur le bout de cuisse, là, mais cute quand même. Cute quand même, ouais. voilà. Non, mais ça marche, hein, ça en fait, vu qu'on est hétéro, on veut croire au mythe du couple mignon hétéro, donc du coup, on va y croire parce que, en fait, c'est ça l'authenticité. Bref, je vous en parlerai après, mais ça, c'est un autre sujet. Que dire après, mais un jour, faudra qu'on en parle. Mais oui, mais on a 6 minutes. À toutes. C'est très bien que si on pouvait faire des petites danses à poil, ça serait super, ça ferait plein de clients, trop bien. Mais bon, les marques nous empêchent de le faire. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là, tu regardes mes derniers reels, ça va être problème de couple, posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position. Mais je vois à quel point elle se donne de la peine, mais vraiment, genre pour trouver des trends de TikTok, de machin, pour ne surtout pas montrer, enfin, être le plus suggestif possible pour quand même faire appel sans trop faire appel. Genre, juste, elle va remuer le cul ou les nibards en mode venez quand même, tu vois, genre, tout en faisant des trends mignonnes, pas sexuelles. Je me dis, mais oh là là, mais se casse les couilles quand même à faire ça, genre. Ou alors le pire, c'est très subtil. Genre les TDS que moi j'aime le plus, c'est leurs reels pour appeler à la haine des mascus, pour qu'ils commentent en masse, genre en versant toute leur haine, comme ça fait monter dans l'algo et le truc a de plus en plus de vues. Et ça, c'est le truc que je respecte le plus des TDS. Des mascus, c'est marrant. Ça, c'est vraiment un truc, je trouve ça tellement malin. Mais en même temps, faut dire le niveau de haine qu'elles se prennent. Et le niveau de risque après aussi. Mais c'est vraiment des bénévoles, mais il faut avoir les épaules. C'est vraiment la tension, tu vois. Et je trouve, j'adore ça, parce que en fait, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant dans le travail du sexe aussi, c'est que tu tiens quand même les contradictions. Quand même, tu vois. Et là, à la fois, t'as les mascus qui te font que. Mais c'est horrible. T'as toute l'hypocrisie associée sur tes épaules. Quoi. Mais bien sûr. Parce que les mêmes bourgeois qui t'attaquent, qui avec des idées un peu morales de non, c'est indigne pour l'humanité, pour le corps, pour je ne sais quoi, je suis féministe, ou même qui trouvent ça tout simplement dégueulasse sans avoir aucun argument féministe, et bah c'est les mêmes qui vont pas voir
leur femme de 60 ans et qui vont aller voir une escorte pour se faire masser le dos des fois, tu vois. Un peu genre suggestif. Bon, la masterclass se passe bien. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa. Justement, des fois, ils ont encore plus envie de te voir à poil quand t'es pas à poil. En fait, c'est ça, c'est tout le truc des hommes aussi. Leur côté vraiment... des hommes hétéros, mais leur côté hyper vicieux. Et je comprends dans un certain sens, mais c'est quand même assez cringe. C'est qu'ils préfèrent, genre, débaucher une fille qui n'a pas l'air d'être dans le travail du sexe. En fait, c'est ça qui les excite le plus, finalement, tu vois. C'est un peu leur fantasme, quoi, tu vois. Genre, parce que je me rappelle quand j'avais fait une offre de babysitting sur Le Bon Coin, j'avais pas rien de subjectif et j'ai pris 40 appels de vieux gars qui me soufflaient dans le téléphone pour me faire garder leur gosse imaginaire pour que je vienne chez eux et leur sucer la bite. Et c'était ça leur gros délire. Et ça, c'est quand même un truc qui est très, très fréquent. Ce que les gens... Bien sûr. Ce qui kiffe encore plus, c'est pas la travail du sexe directement, c'est l'idée de tourner la transformation, quoi. Bien sûr. Parce que t'es quand même maître. C'est pour ça qu'il faut jouer. Pour ça qu'il y a des meufs comme Kala. Alors qu'une TDS, ça reste une personne qui est maître de sa sexualité. Donc être l'avant, ok, mais elle est maître quand même. Alors que si tu peux tourner quelqu'un de femme bien à prostituée, là, wow, t'as changé, comme on dit, l'eau en... Comment on dit? En vin? L'eau en vin, voilà. En tant que chrétien, je suis choquée que tu... Mais c'est pour ça que Kala aussi, sa stratégie aussi sur Instagram, et pourquoi aussi ça marche bien quand même, c'est que du coup, elle joue ce côté meuf classique. Ouais, qui fait juste une danse rigolote. Elle fait juste une danse rigolote, mais évidemment, elle a fait exprès d'avoir un short un peu court, d'avoir le décolleté qui se voit, et le mec, il se croit mal en disant « Ah, elle !» Voilà, elle, c'est la meuf authentique. Ouais, ça, en fait. Elle est coquine, mais elle s'en rend même pas compte. Bah oui. Alors que t'es une prostituée classique, tout le monde le sait, tout le monde le voit, t'es là pour ça, je viens pour ça. Ça fait même figure repousseur. Bah oui, ça fait bien sûr figure repousseur. C'est pour ça qu'Elisabeth Bernstein parle justement de toutes les stratégies mises en place par les TDS de classe moyenne blanche, etc., qui se sont lancés dans le travail du sexe. Toutes leurs stratégies pour jouer l'authenticité, justement, tu vois, avec tout un surtravail. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, tout un surtravail qui consiste à une mise en scène de l'intime, mais qui quand même prend en charge les émotions. Tu dois performer une forme d'authenticité qui engage beaucoup plus un travail en profondeur que simplement un travail classique de je te suce, t'éjacules, tu me payes et bye bye, tu vois. C'est effectivement plus ta clientèle est bourgeoise, raffinée et donc dans des stratégies de distinction. Bien sûr. Plus tu dois faire paraître à une authenticité. C'est pour ça qu'on voit par exemple les femmes des TDS qui seraient dans les bars des grands hôtels, etc., qui te font croire à une histoire d'amour. Petit à petit, elles s'approchent de toi au bar, elles te parlent et les gens ils se rendent même pas compte que c'est des TDS, tu vois, parfois. Ils se disent oh, il y a une meuf, elle m'a dragué, ça s'est passé naturellement et tout. Et au dernier moment, quand la meuf elle demande soit de l'argent, un sac ou un truc, là ils deviennent fous et tu te retrouves avec ces bourgeois là qui deviennent fous, quoi, et qui ont l'impression que toutes les femmes michetonneuses. Ouais, il y a que des michetonneuses partout, tu vois. C'est aussi ils deviennent anti-michto, parano des femmes, elles sont là que pour mes intérêts, etc. Comme les deepfakes de streameuses, alors qu'il y a déjà plein de porn sur internet, mais bien sûr, mais c'est vraiment ça les deepfakes. Mais après les deepfakes de porno, les deepfakes sur les streamers, les youtubeurs, je comprends pas trop le délire. Genre, en fait, je comprends pas pourquoi ça fait autant des paniques morales, tu vois. Enfin, ça fait autant. Je comprends, c'est grave quand ça t'arrive, mais des fois, je me dis, les hommes, quoi, genre, vous êtes surprises, vraiment, genre. Bon, allez, on continue. Vraiment, vous êtes surpris? Mais en plus, moi, je sais que je comprends le délire, tu vois, genre dans un sens pervers, je vois le délire de, tu vois, genre du truc pris sur le fait, parce qu'on est tous dans ce délire de l'authenticité et toutes les études sur la pornographie le montrent quand, ils interrogent les consommateurs, les usagers, même moi dans mes enquêtes, ce qui revient le plus c'est l'authenticité, mais l'authenticité c'est situé socialement. Ce qui est authentique pour un mec de classe populaire n'est pas ce qui est authentique pour une meuf de classe moyenne bourgeoise, qui n'est pas le même authentique pour un mec
bourgeois. Et donc en fait c'est ça, c'est que à chaque fois ils mettent en avant l'authenticité, mais ça veut rien dire en soi. Tout le monde veut de l'authenticité. C'est qu'est-ce que c'est l'authenticité pour toi et quelles sont les représentations sociales liées à ta position sociale qui font que tu considères un contenu comme authentique. Et c'est là que ça interroge vraiment les normes de féminité, de masculinité, parce qu'elle rentre dans cette authenticité pour qui du coup pour les ingénieurs, pour les développeurs, pour les informaticiens, pour qui elle renvoie la petite amie, quoi, the girl next door, là, comme ils disent. Ouais. Et là, elle renvoie ça, en fait. Et deepfake, c'est fait pour humilier aussi, on te vole littéralement ton image. Là, je pense que c'est plus... sûr, oui. Je pense qu'il faudrait faire la différence entre celui qui fait le deepfake pour vraiment... pour des pratiques masturbatoires, d'autosexualité, comme on dirait dans vos jolis livres, là, ou la personne qui fait juste pour envoyer à la personne pour l'agresser, tu vois. Bah oui, mais c'est un peu les deux en même temps. Bah non, parce qu'il y en a, je pense qu'ils le font, ils gardent la vidéo que pour eux. Non, mais tu vois. Oui, non, mais oui. Et je pense qu'il y en a, c'est comme ça. Tu fais la maline, allez, je te mets un poil, boum, tu vois. Mais ça, je trouve ça un peu nul. Genre, moi, je sais que je me foutrais à poil, je ferais un nul, j'enverrai à tout le monde comme ça, vous savez à quoi je ressemble, c'est bon, on n'en parle plus, genre, voilà. Mauvaise idée. Je mets mon veto, elle a pas confiance. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des deepfakes, c'est parce qu'il veut pas que je me foute à poil pour que je dise à quoi je ressemble, comme ça on est au beau fixe. C'est bon, c'est ça le problème. Je mets mon veto parce qu'on va avoir trop de problèmes là, tu te rends pas compte. On va faire une deuxième usule. J'ai des tatas du bled qui vont m'appeler. C'est vrai. Maxime, elle a fait quoi ta femme? Déjà, ils vont dire ta femme alors qu'on n'est pas mariés parce que automatiquement c'est la femme. Maxime, ta Max, il est toxique. Non, franchement. Toxique, mec toxique. Je suis obligé de mettre des vétos à un moment. En fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Imagine, tu consommes quelque chose où t'es sûr que t'as des personnes consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques genre avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre. Ça, je déteste. Bref. Genre, je déteste. Discours, là non, j'aime pas. Mais en fait, elle joue sa carte, la respectabilité. En fait, elle tient la ligne entre elle veut être actrice porno et elle va pas être là, l'actrice porno en rédemption qui va sur tous les plateaux pour dire non, il faut absolument que ce soit interdit la pornographie, il faut absolument interdire la pornographie aux mineurs, nanani, nanana. Elle joue une carte plus subtile de respectabilité où elle est quand même dans son business. Après, elle fait des pubs pour des VPN, donc tu comprends globalement que bon, voilà, machin. Bon, même si elle veut pas que ce soit pour les gosses non plus, hein, on va pas dire voilà. Mais tu vois, elle fait ça. Oui, Nikita Bellucci, exactement, je parle d'elle. Et oui, elle est dans la distinction quand même. Elle est dans la distinction de personnes qui pourraient être comme elle, mais sauf qui vont faire du BDSM ou des pratiques qui sont très mal vues. Ah oui. Donc, pour quand même se monter, elle est prête à jeter peut-être d'autres gens derrière elle. Bah, bien sûr. En tout cas, pas peut-être à les jeter, mais en tout cas, elle les aide pas. Elle les aide pas, clairement. Aussi, elle sait qu'après, elle va gagner. Waouh, j'ai des auréoles. Gagner aussi la sympathie des féministes, genre un peu dans l'entre-deux, qui savent pas choisir entre abolo et pro-sexe, et qui du coup vont être là en mode que l'idée de la plupart des femmes, qui est vraie, qu'il y a une partie de la pornographie qui est vraiment patriarcale, etc., et qui est violente, machin, avec des scandales, etc. Mais globalement, au-delà des scandales sur les trucs genre French Bukkake, machin, il y a quand même toute la pornographie hétérosexuelle qui repose bien sûr sur des fantasmes hétérosexuels et désolée de vous l'apprendre, mais les mecs, bon voilà, et les meufs aussi, parce que les fantasmes de domination, de viol des femmes, limite, il y avait un chiffre là-dessus qui disait que le porno hard, etc., était limite plus consommé par les femmes que par les hommes. Donc le patriarcat nous fait quand même réfléchir à beaucoup de choses et ça travaille tout notre imaginaire fantasmatique. Donc de jeter tous ces fantasmes sous le bus en mode tout ça c'est de la pornographie sale et moi je fais de la pornographie propre, si tu veux, mais en fait, je trouve que après, moi, c'est le vrai problème, c'est que votre pornographie en mode l'hétérosexualité, c'est trop cool dans mon couple, je suis trop heureuse et tout. Moi, je trouve ça fake. Encore plus, je préfère, désolée, mais des fois, je préfère voir du porno français un peu crade en mode où je sais. Le mec en a rien à foutre de la meuf, il est misogyne et ça repose sur des trucs misogynes en mode grosse salope, suce-moi la bite. Désolé, des fois je préfère ça parce qu'au moins je sais. Genre on me fantasme pas l'hétérosexualité. Je vois l'hétérosexualité les yeux dans les yeux et c'est ça que je veux voir aussi des fois, tu vois aussi. Et c'est ça que beaucoup de femmes veulent voir. Et il y a aussi l'autre truc de elle veut être authentique. C'est bien son authenticité, etc. Mais c'est une fausse authenticité elle joue la respectabilité de femmes hétéroclassiques, quoi. Voilà. Oui, c'est une fausse authenticité dans le rapport technique parce que évidemment il y a 40 caméras, il y a du maquillage avant, ils font pas les mêmes positions parce qu'il faut penser à comment tu fais les plans, etc. Donc évidemment c'est pas authentique, c'est de la production, quoi. C'est de la post-production. Mais ça repose sur oui.
Et oui, voilà. c'est pas authentique. Mais ça repose sur la nouvelle hétérosexualité aussi acceptable, genre avec la norme un peu égalitaire, consensuelle, etc., qui est toute aussi Oui, bien. c'est une authenticité qui est ciblée pour des femmes de classe moyenne, blanches. Bah oui, des hommes aussi. Hein, oui, et qui veulent, qui veulent repousser les sexualités dites vues comme violentes ou dégradantes ou sales. Même si Kala, elle a quand même un entre-deux où elle est entre porno mainstream, mais elle est pas non plus dans un porno féministe, dans ce qu'elle met en scène. Hein. Elle joue quand même sur tous les fantasmes un peu crades, en mode. Pas les plus crades, mais oui. Pas les plus crades, mais un peu quand même, tu vois. Quand même, il y a des trucs un peu sur des trucs ce truc racial notamment, etc. Voilà. Mais t'as parlé de Ovidie tout à l'heure. Elle est pas devenue Ace. Si, elle est devenue Ace et elle vit avec son chien. Elle est très heureuse. Elle a pas une perspective politique dans ce qu'elle dit après. Si, un peu, ouais. Mais pas beaucoup. Si, mais en tout cas de défense du TDS. C'est mou, quoi. Oui, c'est mou. Oui, peut-être pas global sur toute la société, mais elle défend sa position et c'est déjà pas mal. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie du sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça c'est un truc vraiment, ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait. En fait, je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer. Mais elle, est-ce qu'elle a eu peur? En fait, moi, c'est ça que je questionne. C'est est-ce que toi, ça t'a fait peur le porno? Parce qu'après, ils vont toujours dire oui, mais moi, je savais, j'irai à l'époque, ça m'a. J'étais en mode, mais tu regardes pas de porno, toi? C'est bon, quoi. C'est bon, genre la vie. Mais moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est que moi, ma première crainte, c'est que mes enfants naissent dans la France de fucking Macron, en fait. Genre, heureusement, il sera plus président, mais ça se trouve, ce sera pire. Genre, moi, mon angoisse, c'est que mes enfants sortent dans la rue et voient un gosse faire la manche. Genre, je sais pas, voir des enfants dormir dehors, c'est ça qui m'angoisse. Genre, vraiment, qui me fait que j'ai pas envie d'avoir des enfants. Puis, mais bien sûr que ça m'angoisse aussi. Les choses qui peuvent détruire ton enfant, c'est son début. C'est son début de sexualité où il montre qu'il y a beaucoup d'agressions entre jeunes, quoi. Hein. Oh, mais dans ce début de sexualité hétéro, etc. Et c'est aussi l'inceste familial, les agressions dans la famille. Mais c'est ça les plus gros risques de sexualité. C'est pas ton enfant petit dans sa chambre, dans son lit, tout seul, qui peut fermer la porte, qui peut couper la page facilement au pire si ça le choque. C'est pas ça son plus grand risque, quoi. Mais par pitié, surtout qu'il y a des. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de gens comme ça, mais de mes enquêtés, etc., par exemple, sur les femmes, leur rapport à la sexualité, plein de femmes qui ont été agressées dans leur enfance, pour qui la pornographie, ça a été une manière de faire sens de la réalité qu'elles ont vécue. Et en fait, c'est juste une réponse. Mais c'est juste une manière de supporter le réel et de faire sens du réel et de se questionner sur le réel. Donc, ça peut être une démarche agentive, en fait, de reprise d'agentivité en réalité, parce que leurs fantasmes sont très agentifs. Et du coup, des fois, j'ai l'impression qu'ils prennent les conséquences pour des causes, en fait. Juste, en fait. Genre, vraiment. C'est si ton enfant va se branler sur du porno très jeune, bah questionne-toi sur l'éducation que tu lui as donnée. Questionne-toi sur les gens dans ta famille qui l'ont peut-être violé. Désolé. Et par ailleurs, bah, si un enfant, et par ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas, il y a des enfants. Ouais, il y en a aussi, ils sont juste curieux. Juste, ils sont curieux. Et la plupart du temps, si personne les y a forcés, si personne les y a exposés, ils vont être choqués la première fois en mode ah, c'est horrible et tout. Peut-être qu'ils iront jamais au revoir. Peut-être qu'ils vont être choqués et un peu moins. Qui vont regarder des contenus plus calmes que ce qu'ils avaient regardé de base. Peut-être que machin. Et peut-être que tu vas pouvoir leur dire c'est pas si grave. Tu peux m'en parler librement ou pas. Tu peux en parler à des personnes pour savoir comment t'aiguiller au mieux dans ton expérimentation. Parce que, en effet, la jeunesse, c'est la jeunesse. Enfin, c'est un moment où t'expérimentes. Voilà, tu dis, bah, ce désir-là, ça m'intéresse, ce désir-là moins. Cette pratique-là, ça m'intéresse, cette pratique-là moins. Bah, le porno fait partie, comme plein d'autres contenus, de ce truc-là. Et c'est pas si grave. Voilà. Nonor, à un moment, t'as parlé de la dark romance. Coucou, d'ailleurs. Et comment les gens avaient une mauvaise analyse de ça. T'avais conseillé un bouquin. C'était quoi le bouquin déjà En fait, c'est pas vraiment sur la dark romance. Bah, un peu, parce qu'en fait, c'est sur 50 nuances degrés, donc c'est un peu de la dark romance en vrai, parce que c'est quand même BDSM bizarre un peu. Merci l'abonnement Bookstat. Trop pas que la nuit. J'adore les abonnements. J'adore l'argent. Ah oui, parce qu'attends, je vais remettre le contexte vite fait, parce qu'il y a un discours féministe un peu récent qui revient, un peu de tout ce qu'on critique un peu, qu'on n'aime pas. Qui nie toute agentivité et qui refait de la dark romance un des outils qui permet aux femmes d'apprécier se faire violer, quoi. Ouais, d'apprécier le viol, et donc ce serait
la dark romance un objet du patriarcat qui permet la domination patriarcale, du coup. Et tout en niant pourquoi les femmes la lisent, pourquoi les femmes s'y intéressent, etc. Sont fans parfois, genre. Même ces fans, pourquoi c'est l'une des lectures les plus lues par les femmes. Peut-être elles ne se sont pas posé la question, peut-être parce que déjà, le viol ou les agressions sexuelles ou toutes ces choses-là, tous les récits dessus, en fait, sont des choses qui intéressent les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles le vivent. Oui, donc peut-être qu'il y a un lien. Wow. Non, parce qu'en fait, c'est. Et donc, forcément, c'est dark romance, tu lis, donc tu apprécies, t'es d'accord avec tout. Qui a dit ? Au lieu de donner le bon soupçon d'endroits, d'espace pour reconquérir des choses qui t'ont été peut-être volées, etc. Peut-être donner le bon soupçon. Non, je donne le mauvais soupçon. Ça éduque les femmes à vouloir se faire violer à chaque seconde et tout. Bon, voilà. Mais et c'était quoi, du coup, le livre ? C'est Delphine Chedaleux. L'autrice et les bouquins, je me rappelle plus son bouquin, j'ai oublié, mais elle a fait pas mal d'articles et tout qui sont trop bien, en fait hyper intéressant, parce qu'en gros c'est tout le pan du féminisme qui en ce moment est trop basé, que j'adore, qui relise Bourdieu à la sauce féministe, donc du coup qui le rendent mieux. C'est pas du savon et des larmes. Si, c'est du savon et des larmes, c'est sur le soap opéra, mais en fait parce que c'est pas la dark romance, mais elle a fait un article sur les fans de 50 nuances degrés et comment en fait à travers leur fan club, en fait elles tissent des liens où justement elles gagnent en agentivité, elles peuvent discuter déjà, avoir un moment entre femmes en dehors de leur quotidien qui est fait de plein de choses qu'elles ne maîtrisent pas, donc d'impératifs des tâches domestiques, etc. Et donc comment est-ce qu'elles regagnent de l'agentivité et elles ont un temps pour elles à travers du coup leur passion pour 50 nuances degrés. En plus, c'est tellement plus complexe que ça à dark romance, mais évidemment, il réduit toujours aussi la culture qui caricature en médiocre pour la faire passer, pour faire passer tous les gens qui la pour des débiles et des passifs, des aliénés, voilà. Mais enfin, en tout cas, on peut critiquer toujours la dark romance, bien sûr, parce qu'en fait c'est ça, faut tenir les deux bouts. Tu peux critiquer que certains tropes machin, etc. machin, n'empêche que il y a ça, mais il y a la réception qu'en font le public, qui est tellement prolifique, contre-intuitive, qu'elle mérite des enquêtes, elle ne mérite pas des slogans à la con et des caricatures. C'est tout. C'est aussi du militantisme qui surestime l'influence de la culture pop, des représentations fictives et minore les exemples des influences dans la vie quotidienne, dans l'entourage, des expériences personnelles. Totalement. C'est vraiment le féminisme culturel qui dit que tout ce féminisme un peu anti-porno, qui dit que c'est les représentations qui font le patriarcat, et pas les structures comme l'État, la police, la justice, les machins, les trucs. C'est un féminisme de merde, en gros, que je déteste. Vous voulez faire avancer le féminisme, il faut détruire Hollywood. Tu dis ok, bon. Pourquoi pas, mais peut-être pas la priorité. Voilà, c'est tout. Oui. Ouais, voilà. Ou pas dans le sens qu'elle entend. Mais moi, je le détruis pas. T'as l'objet, t'as toutes les logistiques, t'as tout. On reprend la main dessus et on fait nos films. Mais en fait, c'est le sens. Mais eux, ils parlent même plus de l'État. Tu sais, quand tu parles vraiment à une personne, à une féministe culturelle ou même à des antiracistes culturels, à tous ces gens-là, ils pensent en fait, pour eux, pour réussir à faire tomber les structures, il nous faut Netflix, il nous faut Amazon Prime, il nous faut Hollywood, et c'est bon, on aura gagné. On va faire de la propagande. On va faire de la propagande de merde gauchiste, tu vois, en mode il faut tous s'aimer, mais ils n'ont pas compris que ça a été fait aussi, ces trucs-là. Et que les gens, vu qu'ils sont jamais passifs à 100%, il y en a, ils vont résister face à ça. Ça va pas rentrer, tu vas leur répéter faut aimer ton prochain, ils vont dire non. Voilà, c'est ça en fait l'humain. Mais en tout cas, c'est sûr que de toute façon, c'est plus compliqué que. On va pas dire que la dark romance c'est hyper révolutionnaire, mais c'est justement tout l'intérêt de toutes ces études-là, de bien montrer comment aussi ça participe à la socialisation, à la féminité, etc. machin, et des féminités différentes en fonction de la classe, de la race, de l'âge. Ça a toujours compliqué pour les féministes. Mais Diogène Salchien, t'as totalement raison, parce que faire la critique des séries et des films, c'est la portée apparente de n'importe qui, notamment des journalistes, mais ils le font souvent très mal. Après, du coup, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on voit que justement dans la réception des publics, elles intègrent aussi les féministes qui font des critiques dessus. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est qu'elles sont pas seules face au contenu, elles lisent des critiques, des avis, des machins, et du coup, elles peuvent décider de ce qu'elles gardent, de ce qu'elles gardent pas. Souvent, d'ailleurs, ce que les féministes disent, elles le savent déjà. Enfin, la plupart du temps aussi, c'est ça, c'est qu'on les féministes, souvent on a ce problème on croit qu'on va civiliser les autres femmes, mais la plupart du temps on se sait en fait tout le monde est au courant du patriarcat en gros globalement, genre tu vois, ce n'est pas une surprise que les féministes bourgeoises nous descendent dessus, et moi j'ai eu ma phase comme ça aussi, tu vois, tu veux civiliser les gens, mais non en fait les gens sont au courant et souvent ils gèrent mieux leur propre questionnement, et du coup c'est tout ce champ du féminisme récent dont je vous parlais justement, qui relie Bourdieu et surtout qui considère aussi beaucoup plus les réceptions des femmes de milieux populaires.
Du coup, pour dire ouais, non, en fait, elles ont rien à nous, enfin, on n'a rien à leur, on n'a rien à leur apprendre, quoi. Ouais. Voilà, rien du tout. Bon, on continue parce que 10 minutes, hein, je crois, on va jamais finir la vidéo aujourd'hui. Finir, mais c'est pas grave, c'est bien. Au moins, on a parlé de plein de trucs et on a parlé de l'essentiel. Oui, il y a quand même plein de data. Hein. Que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire ça c'est ce qui m'embête le plus. En fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. Voilà, là on en vient au moment panique morale que Cassandre nous a spoilé juste au début du stream, qui est que la panique morale du fait qu'il y ait de plus en plus de classes moyennes qui se disent le travail du sexe c'est pas mal parce que l'ubérisation, parce que la société y a plus, l'ascenseur social fonctionne moins bien et qu'il y a plein de femmes qui se disent je pourrais pas avoir des postes aussi bien rémunérés que mes homologues masculins à compétences égales et qui se tournent vers le travail du sexe, soit en complément de salaire, soit avant d'avoir un travail définitif. Enfin, en tout cas, ça arrive, quoi. C'est pas aussi... Beaucoup d'étudiantes ou de ex-étudiantes qui est juste avant l'entrée vraiment dans le marché du travail ou qui a du mal avec l'entrée dans le marché du travail, qui peut faire quelques années. Exactement, tout ça. Donc, voir leur vie. Donc, en fait, quand c'était les meufs pauvres et précaires, les meufs de l'ASE, en gros, on n'en avait rien à péter. Mais quand c'est nos filles, nos bonnes filles de bonne famille, qu'on veut qu'elles réussissent et qu'elles ne soient pas considérées comme des putes dans les repas de famille, là, ça nous intéresse. Et du coup, je vous enverrai l'article sur le Discord si vous voulez de Elisabeth Bernstein, justement là-dessus, qui parle de tout ce qui fait, toutes les conditions matérielles qui font que des femmes de classe moyenne blanche se sont mises à justement se mettre dans le travail du sexe. Tout ça pour dire que moi j'ai revu ça notamment sur la question de la prostitution des mineurs, qui est un sujet qui a pris en visibilité ces derniers temps, où quand tu vois dans les chiffres, parce que du coup j'ai lu leur rapport là, enfin une association qui est connue pour lutter contre la prostitution des mineurs, et tu vois que la moitié pratiquement c'est des mineurs de l'ASE, donc en général des classes populaires, précaires, etc., enfin avec des parcours très quand même particuliers, de maltraitance, etc. La moitié. Et en fait, quand elles en parlent dans les médias, c'est les militantes de cette association, elles te disent c'est toutes les classes sociales. Oui, maintenant un phénomène qui touche toutes les classes sociales. C'est pour ça que les pouvoirs publics s'en inquiètent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une stratégie désespérée de que les gens s'intéressent à leur truc de prostitution des mineurs, parce que si elles le disent pas, parce ce qui n'est pas vraiment la réalité, si elles le disent pas, personne va s'intéresser à leur truc. Parce que la réalité, c'est que la prostitution des mineurs, avec l'ASE, comme tu dis, c'est souvent les classes populaires. Oui, voilà. Et pour pouvoir provoquer cette panique morale, il faut le dire, c'est tout le monde. Il faut dire c'est tout le monde. Ce qui est un peu vrai. Ce qui est en partie vrai. Pas statistiquement aussi vrai qu'elles le disent en fait. Genre voilà, c'est une meuf de milieu précaire qui est à l'ASE n'a pas du tout les mêmes chances en fait, ce que ça révèle, c'est surtout que quand ça touche des femmes qui sont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'intérêt pour la société classique, c'est-à-dire pas la femme blanche de classe moyenne ou bourgeoise, on s'en foutait en fait. On s'en foutait complètement. Parce que l'ASE, vous voyez bien avec tout ce qui se passe sur les scandales de l'ASE, on en a rien à foutre. Voilà, Mitzi Day, exactement. L'ASE, tout le monde s'en fout. Et donc, du coup, Calamite, justement, cette panique morale de regarde, ça pourrait être ma fille, elle va se prostituer. Ça pourrait être la fille, la mère. Moi qui me saoule avec. Je comprends, voilà, encore une fois, c'est sur sa chaîne, c'est un truc à grande audience, etc. Mais cette question-là, Calamite, à chaque fois, j'entends un truc, et j'en ai entendu beaucoup des trucs d'elle, elle fait que faire ça, que faire de la prévention, mais que ça. Et en fait, on entend que ça d'elle. Et moi, ça me saoule. J'espère qu'ils vont parler d'autre chose, mais ça me saoule. Comment fait. Ça, j'ai pas compris ça. On est bien d'accord que ce métier, il fait souffrir la plupart des gens. Tu peux le dire face caméra que tu ne veux pas que ma fille se prostitue. Calamite, s'il te plaît. Oui, il y a que toi. Calamite, pour toi, c'est bien, mais pour toutes les autres femmes, c'est pas bien. Mais elle l'a déjà dit 2 fois quand même, tu vois, genre dans toute la vidéo. Et waouh. Mais je pense que c'est aussi tellement il y a de putophobie que la journaliste doit aussi elle-même se protéger de. Attention, on va l'accuser d'avoir fait une vidéo de promotion de la prostitution. Bien sûr, mais bien sûr. Elle se protège elle-même parce qu'elle protège sa respectabilité elle aussi. Protège sa respectabilité de journaliste parce que, à mon avis, ça va être sale. Tu vas être vu comme sale si tu es vu comme une femme. Elle a fait le choix comme une journaliste, comme une femme, mais aussi comme une journaliste, voire aussi comme une féministe qui aurait fait la promotion de ça sans avoir fait les 40. Trigger warning. Les 40, attention, trigger warning, etc. Bien sûr. Donc c'est quand même des choses intéressantes qu'on voit dans la vidéo qui se jouent en implicite.
Sam Serra, tu me fais peur là. 2 fois sur le quart de la vidéo, vous êtes loin d'avoir tout vu, mon Dieu. Les gens refusent qu'elle puisse être une influenceuse comme moi, c'est ça qui m'énerve. Et en fait, une créatrice, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresserait en fait. Genre, ce qu'il faut dire de Calamite, c'est que si on enlève cet exceptionnalisme de la sexualité, de l'héritage chrétien occidental en France et qui permet tout ça. C'est vraiment une chef d'entreprise, quoi. C'est iShowSpeed. C'est Casey Nat. Oui, wow. C'est Billy. Qui est pas Rebeu des terres. Non, mais on peut les critiquer sur l'aspect néolibéral, qui mettent leur corps, qui utilisent leur corps à fond à faire des streams et trucs, le travail, et même le fait qu'ils deviennent patrons, qu'ils collaborent avec des marques parfois pas éthiques, etc. On peut leur faire une critique anticapitaliste classique. Mais cette critique sur la sexualité en plus, c'est une critique injuste, patriarcale, putophobe, etc. C'est tout. Merci. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning. Ah oui, voilà, elle le dit elle-même. En fait, tu gagnes pas d'argent, c'est pour ça qu'on le dit partout. Tu vois, trigger warning, tu vas perdre ta famille, mais ça me fait de la peine. Tu vois, genre, tu vas perdre ta famille, mais vraiment, genre, tu montes mais oui, c'est réel, genre, c'est d'une tristesse sans nom qu'on en soit là, genre. C'est ça, en fait, c'est ça qu'on veut en tant que féministe. C'est faire peur aux meufs parce qu'elles vont perdre leur famille si elles font du TDS. Genre, c'est vraiment, moi, je trouve le féminisme est tellement bas. Genre, vraiment, on est basse, mais on est nul, genre, on est vraiment pas du tout dans l'avant-garde, on n'est pas là mais oui. Après, parce que Charlotte a l'air premier degré stressée par ces questions. Mais bien sûr, mais qu'elle se force pas en fait. Genre, non, mais elle a le droit en fait. Elle n'est pas dépassée par la société. Elle est tant mieux. En dehors de la société. Oui. Et puis ça nous permet de commenter aussi. Bien sûr, voilà. Mais non, mais elle a le droit d'avoir des défauts. Moi, j'ai vu des trucs. Moi aussi, je peux être au lit. C'est bon, j'ai des défauts. Pardon. Non, mais voilà. Mais je trouve ça moins grave finalement. Non, je rigole. En proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard. Voilà, pour nous vendre une bonne sexualité, une bonne pornographie avec une norme égalitariste. Il faut que les partenaires soient toujours sur un plan d'égalité. Il faut toujours que ce soit réciproque. Parce que c'est ça la nouvelle, l'authenticité derrière l'authenticité des gens comme nous. En tant que bonne hétéro respectable, c'est qu'on veut sentir qu'il y a du consentement, que c'est authentique, qu'ils pensent à eux et à leurs émotions. Le porno Ben Never. Mais bien sûr, mais c'est ça. T'es là en mode oui, mais non, en fait, ça va pas convenir à tout le monde, ça. Et il faut pas faire croire que c'est l'avant-garde et que c'est progressiste. C'est juste une nouvelle imposition d'une bonne norme d'hétéro respectable. Oui, et comme on dit, la norme est toujours oppressive. Mais c'est exact. Et Max, ce que tu disais hyper intéressant parce que Gayle Rubin, c'est une super penseuse pro-sexe et elle fait une théorie comme quoi, en fait, il y a des pratiques sexuelles et elles sont un peu sur un espèce de continuum du moins acceptable au plus acceptable, mais qu'en fait ça change en fonction de qui, quelle source en fait de normes, si c'est l'Église, si c'est l'État, si c'est les féministes, ils vont pas avoir le même degré d'acceptabilité d'une pratique. En fait, ils vont pas classer la pratique au même endroit. Pour les féministes, par exemple la fellation, pour les vieilles féministes, la fellation ça va être pas acceptable. Pour les nouvelles, elles s'en foutent un peu. Tu vois, genre voilà, en gros, voilà. Et tu disais. Oui, il y a un régime de normes un peu. Elle autonomise la sexualité. Exactement. Et elle en fait un régime qui peut être... de hiérarchisation. Voilà, de hiérarchisation totalement. Avec des sexualités normées qui sont vues comme très bien, et reprises par l'État. Voilà, aussi. donc en gros, c'est la sexualité dans son lit, privée, monogame, hétérosexuelle, et à deux, bien sûr, pas la masturbation. Voilà, en gros, résumé. Et les mauvaises... c'est la scatophilie, la pédophilie, la zoophilie... Les sexualités violentes. Les sexualités très BDSM hardcore, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on voit que... voilà, il y a des... Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait cette classe moyenne que peut représenter Calamite, qui arrive dans le champ du TDS, et qui permettent en fait de faire naviguer cette frontière entre ce qui est le acceptable ou le répréhensible. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est elle-même, elle va faire bouger la chose pour beaucoup de gens. Et en réaffirmer certaines autres frontières. Voilà. Elle va faire bouger des choses et réaffirmer, exactement, parce qu'elle ne fait pas tout bouger. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui vont être anti-porno vont dire « Ah non, moi,
Calamite, ça va, ou d'autres... Léo Lulu. Ou Léo Lulu, parce qu'ils font des vlogs en même temps de sexualité, donc il n'y a pas que le sexe. Ou tous les trucs de couple porn, par exemple, de porno de couple un peu féministe, soi-disant, avec le consentement, tout ça, donc c'est en tout fait, porno. Ils vont rendre le porno plus forcément sale, forcément comme un homme, comme un truc d'homme creepy qui se branle dans des cinémas porno là bizarres. Ils vont le permettre d'évoluer. Mais bon, comme on dit, laissant il y a les limites, des pratiques par parce derrière. Que ça reste comme un truc entre deux Bien qui doit sûr. jouer une authenticité. Donc comment on fait quand on n'est pas authentique et que c'est du rentre-dedans un peu brutal, ou etc. Bah là, tu redeviens. Voilà, et Diogène, le sachant, t'as totalement raison. Elle est là, la panique morale, c'est que Calamite déplace la norme, passe à la position d'influenceuse. Parce qu'elle est plus seulement parce qu'elle veut ne plus, justement, ne plus faire la distinction pornographie, en fait, influence. Donc le c'est là qu'elle crime vient que fait Calamite et que la journaliste a révélé au tout début, quand elle dit « Ah, j'en ai marre de voir des trucs de soft porn », et c'est qu'elle décloisonne le travail du sexe. Bien sûr. Ah, mais parce tout que... en le recloisonnant quand même, parce qu'elle dit qu'elle ne fait pas du soft porn. Elle a quand même son truc d'influenceur, et après elle a son truc. Je veux dire, elle le décloisonne dans la visibilité. C'est-à-dire, quand il est caché, elle le fait que tout de suite, tu swipes sur Instagram, tu peux peut-être tomber sur un contenu. Mais après, elle le cloisonne dans les pratiques, dans le contenu, où elle fait quand même une limite de ce qui est acceptable ou pas acceptable. Donc c'est pour ça que... Elle rejoue les frontières de c'est hyper intéressant. C'est pour ça que nous, on voulait réacter sur ça, parce qu'en fait, Calamite... Elle est fascinante parce qu'elle est ambiguë. Mais elle est ambiguë, c'est pas de sa faute, c'est normal. Oui, c'est juste sa position sociale. Oui, c'est un peu l'ambiguïté classique. Et puis que moi aussi, qu'on aime bien aussi. Hein, qu'on a tous. Et en plus, c'est l'ambiguïté classique de la classe moyenne en France. Bah voilà. qui a des volontés de distinction comme la bourgeoisie, mais en même temps, qui peut reprendre des codes de classe populaire. Comme, mais c'est moi, etc., par exemple, j'en fais partie, genre en mode je fais de la sociologie du porno. Pour autant, je vais pas dire, moi, ma consommation de porno, c'est ça. Genre là, je vais peut-être plus le faire parce qu'on est en live. Mais je sais que par exemple, ça peut me niquer pour si je veux un poste de chercheur. Donc peut-être que je vais supprimer. C'est Florent Voros, il en parle pas mal là-dessus. C'est assez intéressant. Et que, je sais que j'ai discuté avec des meufs qui ont fait une enquête sur la pornographie qui m'ont dit, pour trouver du travail, c'était impossible, j'ai dû l'enlever de mon CV. Donc tu vois, tu veux quand même faire rentrer des choses dans la respectabilité, mais en fait, il y a un moment où ça coince aussi, donc intéressant quoi. Toujours. Voilà. Donc je m'inclus dans la critique, j'en fais partie en fait. Donc c'est tout ça qui est intéressant avec notre chère Calamite. Et en fait, beaucoup vont parler, en réactant à ça, vont parler de Calamite. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est évidemment la journaliste. Bah, oui. Et elle se rend pas compte, mais on analyse tout. Et c'est pour ça qu'on aime Calamite, parce que elle est au croisement de plein de choses. Et c'est pour ça qu'on évite le fantasme aussi, tu sais. Mais oui, on la fantasme pas non plus. Tu sais, Calamite, trop basé TDS, tu sais. Parce que... Il y a le titre TDS, du coup, trop basé TDS, c'est incroyable. Elle est basée de tout. Alors que c'est quand même une entrepreneuse, machin. Elle vous vendrait pour faire 1 million, tu vois. Bah c'est sûr. Possible, c'est sûr, la pauvre. Mais ça veut pas dire qu'on l'aime pas non plus. Voilà. Les géants comme Hub, qui appartiennent majoritairement à l'entreprise, doivent maintenant exiger aux utilisateurs de prouver leur majorité. Avant, n'importe qui pouvait se contenter de cliquer sur une déclaration sur l'honneur. Et ça, ça les embête, parce que la France, c'est le 2e plus gros marché de Hub. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Kala, ça, c'était vraiment très bizarre. Enfin, moi, je vais pas sur Pornhub, donc... Mais j'avoue que j'y allais de temps en temps de manière un peu effrayée, en mode... Oh, ils ont vraiment supprimé. En plus, c'est le petit coq. C'était trop mignon, je trouve. Fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là, tu as des choses horribles. Donc moi, je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs, évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les... Mais wesh, l'autre, en mode, elle dit non, je suis pas d'accord, mais elle a pas toutes les réponses. Et l'autre, elle lui dit, alors, on fait comment alors? T'as pas la réponse? Alors que pourtant, il regarde le porno dès 13 ans. Oh putain. Les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur Internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la... Non.
va créer des schémas violents et altérer l'image de la sexualité réelle. Mais non, ça c'est pareil, les études, mais quelles études? Genre vraiment, les études, mais non, désolé, mais là, je vous ai cité une étude en l'occurrence. On a lu une tribune en entier de chercheurs quand même qui ont fait des enquêtes sur 10 000 personnes. Non, c'est pas vrai. Et c'est triste à dire, mais la plupart des enquêtes, après 13 ans, beaucoup d'ados regardent par contre, pas contre leur gré, mais bien sûr, non, mais vraiment bien sûr. Mais non, mais bref. Et en plus, l'exposition jeune à la pornographie, donc c'est-à-dire le fait d'y être exposé sans son consentement, désolé, c'est un problème en effet. Mais le fait de regarder de manière volontaire, bah là c'est pareil, on redit les trucs d'éducation, de machin, de ceci, de cela, et les trucs de schémas violents, de ils vont regarder de plus en plus du porno nanani, c'est que des trucs avec des préconçus d'adultes qui conçoivent les usagers, et je vous redis la même chose que tout à l'heure, donc je vais pas me répéter, mais qui conçoivent les usagers de porno comme des aliénés, et que forcément ça va les rendre de plus en plus violents et leur faire violer des femmes, n'importe quoi, c'est faux, genre vraiment c'est faux. Franchement, allez lire Florent Voro si vous voulez, il a fait un article sur l'addiction à la pornographie qui remet en question tous ces préconçus et c'est très 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 intéressant. Alors, ces restrictions, ça a amené du monde sur des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des... Non mais ça, c'est pareil, ça ne marche pas. Genre moi, une fois, je l'ai fait, ils m'ont dit j'étais mineure. Hein. Du coup, j'ai dû froncer les sourcils comme ça, j'ai fait ça. Ah putain, hyper intéressant. Pareil, dans l'article de Elisabeth Bernstein, qui est une militante, une féministe marxiste très intéressante, qui a beaucoup travaillé sur le travail du sexe. Et elle a fait un article très intéressant sur les femmes de classe moyenne qui s'investissent de plus en plus dans le travail sexuel avec le développement de l'économie d'Internet. Enfin, d'Internet en gros, l'explosion d'Internet, voilà. Et du coup, elle disait justement, en fait, un peu le néolibéralisme, quoi, que beaucoup tout se fait sur le réseautage, etc. Et que ces femmes de classe moyenne, justement, elles professionnalisaient aussi le travail du sexe en se faisant justement des petits trucs de networking comme ça, où elles allaient s'échanger des bonnes techniques, des bonnes pratiques, elles allaient se faire des petites formations, comme Calamite, par exemple, qui fait des formations... Pour les autres TDS. Exactement. Et ça marche aussi. Elles ont un capital culturel que... des TDS qui sont plus précaires. Voilà. En plus, le capital culturel qu'elles ont, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bac plus 3, licence, bien sûr, ne peuvent pas avoir pour se professionnaliser et avoir plus d'indépendance parfois, ou tout l'aspect formation, éducation. Exactement. Et ça fait aussi que, en plus, on le sait que c'est maintenant, avec aussi le fait qu'il y a plus de grosses productions autant qu'avant, en tout cas, parce qu'il y a le développement de la pornographie amateur, il y a le développement des plateformes comme OnlyFans dont on parle, et du coup, ça fait que il y a l'ubérisation du truc, où en fait, c'est beaucoup de partenariats de personne à personne. Ouais, comme des feats, comme sur YouTube. Du coup, voilà. Et du coup, c'est vraiment... Mais tu sais que ça me fait vraiment penser à YouTube, parce qu'avant, tu avais des grands trucs, Studio Bagel, ou trucs Golden Moustache. Exactement. Ils recrutaient des gens, et c'était des grosses structures. Et quand tout ça s'est cassé la gueule, en fait, maintenant, on est à l'ère où tu n'as que des individualités qui fitent entre eux. Tu as Zach Nani qui va fitter avec Rebelle Ether, qui va fitter avec Squeezie, qui va fitter avec Magla. Moi, je connais pas trop leur blaze, mais en gros... Ça repose plus sur des individus qui deviennent des individus entreprises, parce que ces mecs-là, souvent derrière eux, il y a 20 personnes, 10 personnes. Exactement. Et du coup, il y a tout ce truc de, en fait, derrière tous ces trucs de, bien sûr, elles se donnent des conseils dans le côté, ça peut faire un peu féministe aussi, c'est féministe aussi. Genre, on se donne des conseils pour progresser. Il y a aussi tout le côté business où du coup elles font du réseautage et parce que le néolibéralisme fonctionne sur ce truc là de projet que tu fais avec des gens que tu rencontres, et du coup l'importance des lieux de rencontre est fondamentale. Et donc voilà, et donc là on voit un exemple de ça, et je trouve ça trop bien parce que l'article en parlait et je trouvais que ça répondait super bien à ça. Les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu neutre. Donc là, elle contrebalance le discours de Calamite, qui serait vu comme trop pro TDS, qui est un discours qui est hyper mou, hyper attention. Par la meuf, là, j'imagine qu'il va trop madump. Exactement. Oh, on a tellement l'habitude. Je trouve ça dommage que tu vois Charlotte Vautrin, comme ça, oui, et elle nous refasse la structure assez classique des documentaires qu'on a toujours vu sur le sujet, quoi. J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux.
En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir. Ouais, bah en fait, non, mais son discours global. Enfin, bah oui, non, mais il n'y a rien à dire. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans son discours, c'est qu'en fait, il n'est pas spécifique totalement au travail du sexe et aux femmes qui font le travail du sexe, parce qu'en fait, tu prends une femme classique, elle pourrait te dire le même discours alors qu'elle ne fait pas de travail du sexe. Elle pourrait même te le dire alors qu'elle fait un travail qui ne serait pas vu comme travail du sexe, par exemple, hôtesse de l'air. Elle pourrait te dire pareil, je suis bloqué dans mon apparence, etc. Bien sûr, bah il y a un documentaire de France TV Slash il y a pas longtemps sur les meufs agentes, enfin en gros accueil qui font genre enfin juste leur seul truc c'est d'être jolies et sont dans les métiers de l'accueil. Voilà, ouais, mais dans les métiers en mode c'est un métier spécial où tu donnes des flyers aux gens dans les conventions en mode ah tenez je suis jolie et je vous dis où est l'entrée où est la sortie, tu vois. Ouais, et même dans les conventions, même dans les grands trucs genre salon du Bourget, tout bah ça. oui, genre tous les salons avec des bagnoles. C'est pour ça que moi je trouve que c'est pas forcément spécifique. Bah oui, c'est des métiers assignés aux femmes en fait. Voilà. Genre, voilà. Donc c'est le problème, c'est le patriarcat. Mais la différence serait l'aspect plutôt algorithmique peut-être. Bah oui. Et clic et les vues, il faut faire du chiffre quoi. Exactement. Bah un truc, c'est un mélange de Twitch et de l'agent d'accueil quoi. Voilà, hôtesse d'accueil. Merci. Moi, je suis trop naze. J'ai vraiment oublié le mot. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit, et qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Oh bah ça, franchement, je veux très bien le croire. Genre, moi, je sais pas si je recommande, en fait, non plus. Mais en fait, le truc, ce qui est triste, c'est que je pense que politiquement, par contre, j'en ai pas à le recommander individuellement nécessairement, mais je pense que politiquement, on peut pas se contenter de ça. Oui, c'est ne pas impossible, le défendre, en fait. Genre, on peut pas se contenter de ça. Genre, vraiment. Pour moi, ce serait la position, genre, basique, enfin, qui est le cas, nul, en mode, bon, bah, on le recommande pas, circuler, il y a rien à voir. Non, en fait, genre, toutes les réponses, tous les problèmes qui sont cités, c'est le patriarcat, les rapports de classe, le néolibéralisme, la stigmatisation de la sexualité, la stigmatisation des TDS du coup. Non, en fait, toutes ces réponses-là, en tant que féministe, on doit y apporter des réponses, en fait. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ça fait une bonne conclusion, en vrai, non ? Ah ouais, t'as vu préparer la conclusion? Non, pas du tout, pas du tout. Non, le problème n'est pas le TDS, c'est le dénigrement, bien sûr. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent, que tous les travailleurs et les travailleuses du sexe qui le veulent, puissent faire leur TDS sans que ça ait le moins de conséquences possibles dans leur vie, que ce soit le plus bénéfique possible. Parce qu'on aime le travail du sexe, en fait, c'est tout.